Je suis vraiment très heureuse de vous présenter Armin Yannician, ici à ma gauche. Armin est une économiste progressiste de premier plan. Elle travaille pour le Centre canadien des politiques alternatives. Elle a plusieurs années d'expérience. Elle a parlé des tendances sur le marché du travail. Elle a parlé des finances publiques pendant plus de 20 ans. Et au fil des ans, elle a siégé à plusieurs groupes consultatifs auprès de ministres au niveau fédéral et provincial. Elle a enseigné l'économie à l'Université York et elle a travaillé avec des organismes, des ONG nationales et internationales. Au début des années 90, elle a présidé le comité national d'action pour l'emploi et l'économie et elle a travaillé à des politiques qui ont été transformées par la récession et les accords de libre-échange. En 1998, après une décennie en tant que directrice de programme, elle a publié un rapport sur l'inégalité des revenus, The Growing Gap. Et en 2005, elle a produit une analyse budgétaire montrant comment le gouvernement du Canada s'engageait à réaliser ses engagements à l'égard de l'égalité des sexes. Elle fait souvent des commentaires auprès des médias. Elle a fait une analyse sur l'incidence de la récession et Armin contribue régulièrement au Globe and Mail Economic Lab et elle siège au conseil de l'Association canadienne de l'économie commerciale, à l'Institut canadien pour la population et la santé publique et le Centre pour l'intérêt public, le Centre pour la défense de l'intérêt public. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Bon, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir pour célébrer vos travaux en matière de développement humain pour réduire les inégalités un peu partout dans le monde. Il s'agit de mettre fin à certaines inégalités qui existent depuis des milliers d'années. C'est un grand plaisir d'être avec vous maintenant pour célébrer ce moment au Canada. C'est la période des élections fédérales, des élections où les Canadiens semblent vouloir se réveiller. Bon, magnifique. Félicitations aux Canadiens et aux Canadiennes qui prêtent attention à la politique. Et aussi, c'est un grand plaisir que de pouvoir célébrer avec vous cette période dans notre planète. On essaie d'améliorer les choses. Nous sommes de plus en plus interdépendants. Nous sommes plus reliés les uns aux autres que par le passé. Et on dirait que rien ne peut nous basculer dans un nouveau moment. Il faut réfléchir à ce que l'on peut faire ensemble pour promouvoir le développement de l'homme. Et j'aimerais penser, il y a quelques jours, nous avons célébré le 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme. Et la Journée internationale de la femme, ça a été pour la première fois célébré en 1911. Et la période était très semblable à celle que nous connaissons maintenant. C'était une période turbulente, volatile, avec des circonstances économiques très difficiles, des conditions économiques. Il y avait de grandes inégalités, mondialisation, grande pauvreté. Les gens se déplaçaient d'un pays à l'autre. Il y avait l'exploitation humaine. Donc, la période était très difficile. Mais les gens ne se contentaient pas du statu quo. Ce n'était pas assez. Et les changements progressifs n'étaient pas suffisants. Donc, il y a 100 ans, les gens un peu partout dans le monde, surtout les femmes qui dirigent les travaux d'Interpares, par exemple, ont commencé à réfléchir à un meilleur monde pour tout le monde, où tout le monde est entendu et
traités de façon égale. En 1917, la célébration de la Journée internationale de la femme en Russie s'est transformée en révolution russe. Comme Margaret Thatcher l'a dit, si vous voulez que quelque chose se passe, demandez aux femmes de le faire. Vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas tout à fait ce qu'elle a dit, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on y pense, les Khmers rouges, il y a aussi eu une révolution française à un certain moment donné. Ça faisait partie égalité. C'était les culottes rouges qui n'ont pas pu participer au processus démocratique. Mais les femmes savent très bien comment changer les choses. Passons maintenant rapidement à notre époque actuelle. Et notre époque actuelle, dans notre époque actuelle, il y a beaucoup d'inégalités entre le Nord et le Sud, mais de plus en plus dans notre propre pays, dans nos propres régions, dans nos propres provinces et parfois dans une même famille, entre générations. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quelque chose qui se passe et l'expérience sociale de 30 ans que nous avons vécue a échoué. L'expérience, c'est le consensus de Washington. Au début des années 1980, c'était en 1980, toutes les institutions de Bretton Woods, à la suite de la Grande Dépression, étaient d'accord pour dire que la nature humaine devait viser à faire croître l'économie. Et cela produirait de bonnes choses. Il s'agissait de donner de l'argent aux gens qui produisaient de l'argent pour créer des emplois. Et à ce moment-là, tout irait mieux. Mais 30 ans après ce grand plan, on a vu que cela a échoué. Et il y a toujours des problèmes en haut, des problèmes qui se présentent en haut de la hiérarchie. En 2007, je dois vous dire, quand on m'a demandé d'évaluer les travaux que j'avais faits en ce qui concerne la croissance des inégalités au Canada, je me suis dit que les inégalités auraient diminué. Mais en fait, les inégalités ont toujours augmenté. Les inégalités se sont accrues après la récession. Il y en a qui ont perdu leur travail. Il y a eu la pression sur les salaires. Cela prend un certain temps avant que les choses reprennent. Donc, pendant une récession ou après, qu'est-ce qui s'est passé entre 1997 et 2007? En fait, le Canada, nous avons créé 2 millions d'emplois ici au Canada. Nous avons créé plus d'emplois que n'importe quel autre pays du G7. Donc, on se dirait on penserait que les inégalités avaient diminué. En fait, les pauvres sont devenus moins pauvres parce que quand il y a du travail, les gens travaillent. Donc, il y a eu le haut a explosé, en fait. Et pour la première fois dans notre histoire, on a eu une augmentation des inégalités parce que les riches vraiment étaient encore plus riches. Donc, pendant les premières 20 années, c'était comme les riches, les pauvres avançaient en tandem. Après impôts, il y avait des transferts du gouvernement. Les gens avançaient en tandem, mais les 10 dernières années nous ont montré que les riches ont bénéficié surtout de la croissance économique. Et la tranche supérieure de 10 a vraiment bénéficié de des gains économiques. On dit toujours que les riches deviennent plus riches. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. En fait, cette décennie, 1997 à 2007, il y avait 1 des Canadiens qui ont pris un tiers de tous les revenus provenant de la croissance, comparativement à une autre période de croissance économique dans les années 60. Et là, les riches n'ont pris que 8 de la croissance. On n'a rien vu de semblable auparavant. Il faut remonter aux années 1920 pour voir ce qui s'est passé. Je ne parle pas des États-Unis, je ne parle pas de notre performance par rapport à d'autres pays, mais comparativement à notre propre histoire, nous sommes dans un territoire inconnu pour le moment. Mais il y a aussi, il y a eu la crise économique, et ceci nous amène jusqu'en 2007. En fait, la crise économique est arrivée en 2008.
Bon, cette crise économique est survenue en 2008 et on voulait moins de gouvernement, plus d'intervention du marché, mais à un certain moment, le marché a eu besoin du gouvernement. Et il y a eu un grand changement dans les risques. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et on a désigné certains coupables, mais nous n'avons pas appris de ces enseignements. On n'a pas réglé les problèmes. Ce qu'on a fait, c'est accepter que le rôle du gouvernement, c'était de nous ramener à la normale et ensuite, le gouvernement pouvait se retirer comme d'habitude. Et en 2009, on a fait un post-mortem. On s'est dit, comment se fait-il qu'on n'a pas obtenu de meilleurs résultats? On a pu voir quels étaient les échecs du système de marché. Et le fait est que on a tout l'argent nécessaire pour faire ce que l'on veut, mais on ne semble pas avoir suffisamment d'argent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est pas qu'on n'ait pas d'argent, mais comment est-ce qu'on ne peut pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas trouver l'argent pour pouvoir garder ce que mes parents avaient? Donc, une des choses que l'on a faites en 2009, c'est célébrer des anniversaires. Et on m'a demandé de parler d'un manifeste en Saskatchewan. On m'a demandé de faire une levée de fonds. Et j'ai dit à la personne qui m'avait invité, j'espère que tu ne vas pas me demander de parler du manifeste de Regina parce que je ne l'ai pas lu. Mais en fait, c'est ce qu'on célèbre, l'anniversaire du manifeste de Regina. Ce qui m'a forcé à lire ce manifeste. Et quand j'ai lu les premières lignes, je me suis dit, bon, on voulait remplacer le système capitaliste. Et je me suis dit, ben, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et au début de la crise, on n'a pas parlé du capitalisme. Mais tout le reste, dans le manifeste de Regina, je vous exhorte, mesdames et messieurs, à lire ce manifeste de Regina. Quelques 3000 mots. Ce n'est pas un long document, mais c'est incroyable. Et à part le début qui dit qu'on va remplacer le capitalisme, c'est comme si on avait rédigé ce document il y a un mois. On voit exactement où en est le mouvement progressiste aujourd'hui. On ne semble pas pouvoir traduire cette compréhension, de la population dans un manifeste de changement. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Donc, on a des inégalités pour ce qui est des revenus. Maintenant, c'est attribuable à la croissance, ce n'est pas attribuable à la récession, mais c'est comme le changement climatique. Notre système n'est pas viable. Les gens vont en sortir si on demande aux gens d'avoir une meilleure éducation, mais à un certain moment, les gens vont sortir du système s'ils ne peuvent pas arriver à la classe moyenne, s'ils ne peuvent pas devenir même millionnaires pour certains. Donc, la phase suivante des inégalités, Nadia et Interpares travaillent sur ces aspects-là. Parfois, on ne peut pas joindre les deux bouts. Nous avons le fait que nos écoles doivent faire de levée de fonds et il y a des écoles privées qui se trouvent dans un système public parce qu'il y a des écoles qui peuvent faire de meilleures levées de fonds que les parents. Donc, c'était ça qu'on était censé faire. Et le régime des soins de santé, les gens qui ont de l'argent veulent des soins rapidement. Et il y en a qui disent qu'ils peuvent s'en sortir. Pour le moment, on a tout l'argent que l'on veut pour régler les problèmes qui nous guettent, mais on se fait toujours face à ce mur. Il n'y a pas d'argent. Et maintenant, pour joindre les deux bouts, il faut travailler à deux. On a une révolution sociale et les femmes agissent davantage comme des hommes. Aujourd'hui, on essaie d'obtenir une meilleure éducation. Les jeunes femmes aujourd'hui sont l'équivalent des jeunes gens aujourd'hui.
Les jeunes gens, les jeunes femmes constituent une famille plus tard dans la vie, ont moins d'enfants. Donc, ces gens vivent pour travailler. Et ils doivent investir dans l'éducation pour arriver à la classe moyenne. Et la classe moyenne a été stagnante pendant plus de 30 ans. Il y a davantage de gens qui travaillent dans une famille. Ils investissent davantage d'heures de travail. Il n'y a pas d'amélioration dans les revenus depuis 30 ans. Donc maintenant, on a joué la carte des femmes, on a joué la carte de l'éducation. Qu'est-ce que la prochaine génération va pouvoir faire? Qu'est-ce que nous offrons à la prochaine génération en termes de classe moyenne? Donc, on célèbre la classe moyenne ailleurs. On est très heureux que la Chine, l'Inde, la Russie augmentent leur pouvoir d'achat. Mais pour des gens qui veulent s'accrocher à leur salaire, à leurs prestations, à leur pension, ben ça, c'est considéré comme non viable. Les gens qui sont pauvres devraient être mieux instruits, travailler plus fort. Et les gens qui sont riches, ben, on veut tous être riches. Donc, pourquoi les refuser ou les dénigrer? On n'ira nulle part très rapidement de cette façon. Et j'aimerais vous dire que ce genre de conscience collective, on veut tous faire partie de la classe moyenne. Et la classe moyenne ne va nulle part. On ne veut pas appuyer la classe moyenne. En fait, tout ce qu'on fait, c'est pédaler. Nous pédalons et on vend cette idée de mobilité. Vous voulez devenir millionnaire? Bon, vous aussi, vous pouvez devenir millionnaire. On lit cela dans les journaux. Placez votre argent dans un compte non imposable et vous allez avoir beaucoup d'argent au moment de la retraite. Et maintenant, on a plus de millionnaires qu'auparavant. En fait, il y a une semaine, quelqu'un nous a dit que 94 de millionnaires sont des hommes autonomes qui n'ont rien hérité, ils n'ont hérité de rien. Et il y en a un faible pourcentage qui a hérité de l'argent, mais personnellement, je dois me poser la question, est-ce que c'est grâce à leurs efforts qu'ils sont arrivés là? Parce qu'on apprécie davantage ces gens que par le passé. On avait toujours des célébrités, on a toujours eu des patrons, des entrepreneurs, du capital de risque. On a toujours eu des gens spéciaux qui avaient du sang royal. Ils étaient plus intelligents, ils brillaient plus, mais ils ne faisaient pas autant d'argent qu'ils n'en font aujourd'hui. Et ils en faisaient le PDG moyen aujourd'hui fait énormément plus d'argent que le travailleur moyen au Canada. Il y a 8 ans seulement, il faisait 100 fois plus que le travailleur moyen. Donc, il faut se demander, est-ce qu'ils valent davantage? Ce rêve de mobilité, en fait, échoue. Et pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a la concentration des revenus, de la richesse, du pouvoir qui ralentit la mobilité. Il devient de plus en plus difficile d'aller de l'avant, d'avancer. Et ceci nous amène aux inégalités démocratiques dont on a parlé. Qu'est-ce que je veux dire en parlant d'inégalités démocratiques? Quand vous avez de l'argent, vous pouvez influencer les choses. Plus vous avez d'argent, plus vous avez d'influence. Les gens qui ont de l'argent aimeraient pouvoir payer moins d'impôts. Et cette exonération d'impôts, d'où vient-elle? Il a fallu beaucoup d'influence. On a dit que les entreprises devraient payer moins d'impôts parce qu'elles créent des emplois et les gens riches sont des investisseurs. Donc, il y a eu des réductions d'impôts, notamment du côté des entreprises et de l'impôt personnel depuis 2000. Depuis l'an 2000, le gouvernement de Jean Chrétien, de Paul Martin, a présenté des réductions d'impôts, les plus grandes réductions d'impôts jamais vues dans notre histoire. Et ça a éclipsé ce qui s'est passé après la guerre. Il y avait, en fait, il y a eu plus de 100 milliards pendant 5 ans. En 2006, donc entre 2000 et 2005, on a redonné. En fait, le Trésor public a perdu 100 milliards de dollars.
On peut faire beaucoup avec 100 milliards de dollars, mais ce n'était pas assez. En 2006 est arrivé et le premier ministre Stephen Harper, pendant les premiers 22 mois, a réintroduit 222 milliards de dollars de réduction d'impôts. Donc, quand on pense à toutes les ressources que nous avons collectivement, qu'on ne peut pas utiliser collectivement parce que collectivement, nous pensons qu'on va s'en porter mieux avec le gouvernement qui va nous remettre de l'argent. En fait, ce programme a changé. Et la montée de la droite, c'est pas vraiment... En fait, c'est pas... le mouvement, en quelque sorte, c'est moi plutôt que les autres. Ce que peut faire le gouvernement pour moi et ce que le gouvernement peut faire, c'est de ne pas s'immiscer dans mes affaires. Et le triomphe de ce programme, c'est la fracture entre ce que l'on paye en impôts et ce que nos impôts achètent. Il est facile de dire ce que l'on peut récupérer en impôts. Un politicien peut vous dire « Voici ce que vous obtenez pour vos impôts. Voici les services que vous recevez. » Et dire quelles sont les conséquences, quels sont les avantages des services. On a essayé cela souvent, mais je suis Hugh McKenzie et Richard Chillington, qui est un statisticien, a constaté, ils ont produit un document qui a été produit il n'y a pas longtemps. On peut le trouver sur notre site. Et compte tenu de tous les ménages au Canada, pour le ménage moyen au Canada, ils reçoivent l'équivalent de 50 de leurs revenus disponibles. C'est comme ajouter 50 au chèque de paie. Donc, cet avantage, vous recevez davantage pour les services. Donc, 80 des Canadiens reçoivent davantage de leurs impôts qu'ils ne payent en impôts. And that's just a pocketbook issue. Forget about the social cohesion. Forget about creating a platform for opportunity and growth. Forget about actually laying down the foundations for economic growth for business as well as for individuals. Qui profite des compressions fiscales? Eh bien non, pas 38 des femmes. 38 des femmes, déjà, ne payent pas d'impôts. Le revenu imposable est trop faible. Ça ne veut pas dire qu'elles sont faibles. Ça veut dire que quand on ajoute toutes les déductions, qu'elles ne payent pas d'impôts. Quand on parle d'aider les pauvres en augmentant le seuil de revenus, ce que plusieurs d'entre nous feront ici dans la salle, la partie des personnes qui payent des taxes? Non, on va élever le seuil de revenu. Eh bien, en élevant ce seuil, on n'aide pas les pauvres. Qui aide-t-on? Ce sont les contribuables, parce que les pauvres, eux, ne payent pas de taxes, ne payent pas d'impôts. Quand on élève le seuil, ça ne fait rien pour les pauvres. Ce qui aide les pauvres, ce sont les services qu'on obtient avec ces impôts. Alors, on nous leurre en nous disant que la meilleure chose qu'on peut faire, ce n'est de ne pas imposer les pauvres. Eh bien non, il faudrait imposer tout le monde, les riches, les pauvres et la classe moyenne. Comment nous faire entendre de cette façon? En fait, on nous a privés de notre voix avec des mesures draconiennes depuis 2006. Interparesse travaille pour montrer ce que le gouvernement devrait et pourrait faire dans les pays du monde. Pourquoi la transparence est si importante et combien de temps il faut pour arriver à l'égalité démocratique? En quelques mois seulement, nous avons perdu le statut de la femme en cours. En nous privant de voix, on nous prive d'informations parce que la pire ironie, le 2 mai, quand on ira aux urnes, c'est la journée où Statistique Canada commence à nous envoyer les formulaires de recensement. Et on nous a dit qu'en fait, on n'a pas besoin de répondre aux formulaires de recensement. Écoutez, mes amis, si on ne répond pas à la longue formule de recensement, soi-disant en passant, il y a de belles nouvelles idées. 3 sur 5 ménages au lieu de 1 sur 5. Enfin, ce n'est pas tout le monde qui répond aux longs formulaires. Ça, c'était adopté dans les années 70. Eh bien, aujourd'hui, on accroît les chances. En fait, dans l'ancien système,
Quand on avait un ménage sur 5 qui remplissait le long formulaire, on avait peut-être un taux de probabilité de remplir ce formulaire 2 fois dans la vie. Ça prend à peu près 1 heure. Hein? Finalement, c'est un bon geste de citoyenneté. Maintenant, ce sera 1 fois ou 4 ou 5 fois dans votre vie, mais vous n'avez pas besoin de répondre au questionnaire. Donc, votre gouvernement ne saura pas si vous êtes vraiment vulnérable, si vous vivez dans une petite communauté rurale, si vous êtes un néo-canadien ou un aborigène ou un membre d'une réserve ou d'une communauté inuit ou d'une communauté de personnes handicapées. Vous ne serez pas vu, vous ne serez pas entendu. Alors, Interpares est en train d'intervenir à ce chapitre. Lawrence Martin a écrit quelque chose d'incroyable l'autre jour et vous pouvez le trouver sur iPolitics. Je ne me souviens plus du titre, mais le sous-titre, c'est la démocratie individuelle. Donc, et ça traite du gouvernement Harper. Lisez-le et allez voter. Lisez-le et parlez aux gens qui pensent que Harper est un bon gestionnaire économique. Ce n'est pas une question d'économie seulement. La démocratie ne peut pas exister dans les conditions actuelles. En fait, il y a eu une série de descriptions de cela. Avant, on disait qui était l'économiste en chef de la Banque du Canada. Il a écrit dans le dernier Vanity Fair que sur les 1 pour les 1 par les 1 C'est une petite mise en garde peut-être pour les Américains, mais nous nous approchons de cette situation de plus en plus. Et en janvier dernier, on a eu Chrystia Freeland, qui est le correspondant principal de Reuters, qui avait comme article principal « The Rise of the Global Elite ». Partout dans le monde occidental, on parle de la montée de la plurocratie. Qu'advient-il donc de la classe moyenne? Qu'arrive-t-il de notre rêve d'une démocratie efficace et vibrante? Eh bien, Interpares travaille apparemment pour rien. Enfin, il n'y a jamais rien, il faut toujours partir de quelque chose, mais on ne peut pas tuer la démocratie ici non plus. En fait, on a vu une montée incroyable de l'esprit démocratique dans la semaine dernière seulement. Et cela me fait penser à ce qui s'est passé il y a 100 ans. Le manifeste de Regina été conçu en 1930, mais il aidait le mouvement des femmes, le mouvement des fermiers dans les prairies, les syndicalistes, les partisans de la paix, tous ces groupes qui en avaient ras-le-bol du statu quo. Donc, dans les années 20, ça leur a pris 20 ans pour démarrer. Moi, je ne pense pas que ça va nous prendre aussi longtemps pour démarrer cette fois-ci. On n'y est pas encore arrivé, mais il leur a fallu 3 ans pour élaborer leur manifeste. On sait ce qu'il y a à faire. On sait où on doit s'adresser. Et peu importe la couleur de la marée, ce qui semble se passer et ce que l'on doit encourager au Canada comme ailleurs, c'est cette volonté de garder nos politiciens dans l'honnêteté pour qu'ils se penchent sur les véritables problèmes comme les changements climatiques, les inégalités de revenus et le vieillissement de la population et les changements dans la géopolitique de la planète. Nous savons ce que nous avons à faire. C'est encore la recherche de l'abondance, mais ensemble, nous pouvons vraiment arriver à notre fin.